is about Northern Con that I wish to speak to you this evening. L'incertitude aura laissé place à la colère. Colère et frustration des pêcheurs qui viennent d'apprendre qu'à compter de minuit, ils n'ont plus d'emploi, qu'ils devront continuer à payer l'hypothèque sur leurs bateaux et leurs gréements sans pouvoir même prendre la mer, et ce pendant une période de 2 ans. I've decided that effective at midnight tonight, there will be a moratorium on harvesting of Northern Cod until the spring of 1994. Je suis Jean Guénette, documentariste et passionné du monde maritime depuis toujours. Il y a 3 décennies, la pêche à la morue fermait dans l'est du Canada. C'est cette histoire que je vais vous raconter. Il y a 30 ans, une équipe de chercheurs scientifiques du ministère Pêche et Océans devait donner un avis scientifique sur l'état des stocks de poissons de fond, donc de morue. À la tête de cette équipe, c'était Alain Fréchette. C'est lui qui donna un avis au ministère et aux politiciens. Peu de temps après, les décideurs politiques ont décidé d'imposer un moratoire sur la pêche à la morue. Comment ça va? Bonjour, bonjour. En forme? Ah oui, absolument. Bon, on pêchait environ 100 000 tonnes métriques par année. Et puis, il devait y avoir 10 fois ça en volume là, dans le Golfe. Il y a 2 stocks de morue dans le Golfe, un pour le nord puis un pour le sud. Moi, je travaillais sur celui du nord. Et puis, qui comprend la côte ouest de Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon, Anticosti, Basse-Côte-Nord. Il faut vraiment protéger la ressource. Elle est précaire. On ne veut pas la voir disparaître non plus. Donc, à ce moment-là, on ferme, puis ça affecte énormément. C'est dramatique, vraiment. Là. Les pêcheurs ne croyaient pas la vie. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi. Ces pêcheurs-là, plusieurs, pas tous, mais plusieurs, faisaient des fausses déclarations. Ils ne rapportaient pas leur prise parce qu'ils ne croyaient pas à l'évaluation. Donc, comment voulez-vous qu'un pêcheur qui sait que l'évaluation est fausse, jusqu'à un certain niveau, puisse accepter cette mauvaise nouvelle-là? Quand j'ai eu l'idée de faire un documentaire sur le 30e anniversaire du moratoire de la pêche à la morue, j'ai tout de suite pensé à Lunenburg, car c'est ici qu'était la capitale de la pêche à la morue au Canada. Plus d'une centaine de navires partaient de Lunenburg et allaient à 600 000 au large sur les grands bancs de Terre-Neuve pour pêcher la morue. Ici, la morue a tout son sens, tant au niveau économique, social que culturel. Hello, Hilda. Hello, hello. How are you? Very good. How about you? Nice to meet you. Yeah, it's fine. Thank you to see us today. So here we are. Here we are. That's the museum. This is the Fisheries Museum of the Atlantic. How long this museum is on place? We have been in existence since 1967. But the real work happened from the dory. This is where the fishing had taken place, was from these small, flat-bottomed rowboats. So depending on the size of your schooner, you would take anywhere from 8 upwards to maybe 12 dories out to sea with you. And because she's flat-bottom and her seats, or as we like to say in Lunenburg, her torts, were removable, you could stack the dories one inside of the other, nesting, as we call it. That meant you put so many on the port side and so many on the starboard side, but not lose all of your deck space. So you would take your scooter with your dories nested, sail out to the Grand Banks, and then you would hoist these dories over the sides and you would go fishing from the dories. The method of fishing is long lining. A long line
maybe 1.5 miles long with a baited hook roughly every 4 feet. The Grand Banks is where the cod are. That is absolutely the most prolific cod banks you are going to find probably anywhere in the world at one time. So everybody went to the Grand Banks, not just the people from Lunenburg, the people from Canada, from Russia, from Japan, from France, from Belgium, from the Netherlands, you name it. If you were in fishing, you went to the Grand Banks. Lunenburg became that fishing capital. Much of that had to do with the fact was that development of those spin-off industries. It was taking the industry and thinking beyond just simply catching the fish. We thought about the import, we thought about the export, we thought about the building of the vessels, we thought about the foundries for those engines, the blocks to move the sails, the ironworks to hold the ships together. That's what really separated Lunenburg and allowed it to really explode as an industry. And as we say, the fishing capital of Canada and the little tiny port of Lunenburg. But Lunenburg is specifically focused on the offshore fishing industry. And the key difference with the offshore means that those fishers were gone from their home front for long periods of time. And by long periods of time, I'm referring to the summer trip could be, you could be away from your home port for as much as 10 weeks. There were times that we had over 100 schooners that fished out of this port. I find that significant when you sort of take into consideration we've never really had a population that exceeded much beyond 3,000 people. And each schooner would employ roughly 25 to 28 men. So that's a big employer. Je me suis demandé d'où venait la morue dans notre histoire. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui à Passepébiac. On va aller rencontrer un historien qui connaît cette histoire, Jeannot Bourdage, au site historique du banc de Passepébiac. Salut Jeannot. Ça va? Ça va bien? Merci d'être là. Ça fait plaisir. Ben oui. Puis, une bonne saison? Oui, ça va bien. On a un bon début de saison. On est où ici? On est au site historique national de Passepébiac. Dans le fond, c'est le lieu de fondation de la compagnie Robin, qui était la plus grosse compagnie de pêche au Canada. Toutes les provinces maritimes, mais en incluant aussi la partie est du Québec, donc la Gaspésie, les îles de Madeleine, puis la Côte-Nord. En fait, toutes ces régions-là ont vécu ou ont été fondées à la base pour exploiter une ressource qui est la morue. Mais on sait, en recoupant différents témoignages, qu'il y a des pêcheurs un peu de différentes origines européennes qui venaient déjà, autour des années 1500, pêcher dans le golfe du Saint-Laurent. Puis avec les grandes découvertes, en fait, les Européens traversent l'océan puis vont continuer d'exploiter la ressource dans le golfe du Saint-Laurent. C'est un endroit où on va faire essentiellement de la pêche côtière. Donc, on va surtout s'installer sur le rivage et à partir de petites embarcations, on n'ira pas nécessairement très, très loin. Puis on va partir le matin, on va revenir le soir pour transformer le poisson. Après qu'elle a été tranchée, on va la laisser reposer, dans le fond, dans des grandes quantités de sel. Ça va permettre d'aller chercher une grosse partie de l'eau qu'il y a à l'intérieur de la chair. Et ensuite, on va la faire sécher au soleil, dans le fond, au vent, sur des structures qu'on appelle des vigneaux. On va la laisser pendant plusieurs semaines. On va s'en occuper beaucoup, la tourner, la retourner quand il pleut, la protéger. Puis ensuite, après un certain nombre de semaines, on a un produit qui est très, très sec puis qui va se durer très, très longtemps. En fait, la morue va pouvoir se conserver pendant plusieurs semaines, en fait. Plusieurs mois, puis peut-être même des années, des fois.
c'est un poisson qui, à cause de sa technique de séchage, va devenir très, très important. Il va être très important aussi beaucoup parce que la religion catholique restreint la consommation de viande à l'époque. Donc, on mange énormément de poissons les jours où la religion interdit la consommation de viande. On va consommer du poisson. C'est un des facteurs culturels qui fait en sorte que ça va être un commerce énorme, dans le fond, à l'époque. On nourrit l'Europe carrément avec la morue. C'est le développement du capitalisme, c'est le développement des compagnies par action, c'est l'industrialisation. Fait que tout ce contexte-là va venir donner un coup de fouet aux pêcheries, puis va ouvrir aussi de nouveaux marchés à ce moment-là. Mais on rassemble aussi la morue qui proviennent des différents postes de pêche un peu partout dans le golfe du Saint-Laurent. Tous ces postes de pêche-là viennent alimenter le poste de Passepébiac. Puis on a ici un gros quai pour l'expédition. Au 20e siècle, les techniques vont commencer à changer. On va voir la palangre apparaître qui va permettre de pêcher déjà un petit peu plus. Il est encore une pêche artisanale, mais le 20e siècle va surtout être marqué par l'industrialisation de la pêche. Puis le grand changement, c'est l'arrivée des chalutiers. Vous voyez ici, on est arrivé à Ornard. C'est là qu'on vient rencontrer Réginald Coton, un ancien pêcheur de morue, devenu pêcheur à la crevette. Comme ce bateau-là derrière, on appelle ça un crevettier. Avec ce qu'il a sur le pont arrière, c'est-à-dire double chalut, d'immenses filets munis d'une poche. Ils vont aller au large dans le golfe Saint-Laurent pendant plusieurs jours pour pêcher la crevette. C'est l'espèce qui a remplacé la morue. Après le moratoire, on a donné des allocations de crevettes à certains morutiers pour pouvoir survivre. Salut, Réginald. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Content de te voir ici. Oui. Ben oui. On est où, là, Réginald? On est dans le parc industriel à Rivière-Nord. Le plus gros que vous allez là-bas, c'était carrément des bateaux de morue dans le temps, là, avant les moratoires et tout ça. Là. Ça a pêché un peu la crevette aussi. Il a été vendu à une communauté autochtone, celui-là. Qu'est-ce que ça te fait, là, aujourd'hui, là, 30 ans après le moratoire, de voir ces beaux bateaux-là que tu as connus sur l'eau, de les voir ici en cale sèche? C'est quasiment incroyable. Il y a 30-40 ans passés qu'on verrait des choses comme ça, parce que c'était la course le printemps pour lancer les bateaux. Puis aujourd'hui, on voit depuis plusieurs années que ça commence en juin. À la fin de mai, début juin, 15 de juin. Ça a vraiment changé. Puis c'est un petit peu... moi, ça m'attriste de voir des bateaux qu'on n'utilise pas, là. Ça n'a pas été facile pour nous autres. Quand tu te ramasses un coup sec, tu as un bateau qui est similaire à la flotte qu'on a ici, les bateaux neufs et tout ça. Puis tu te ramasses du jour au lendemain que tu n'as plus le droit d'aller à la pêche, c'est pas évident. Au Canada Atlantique, c'est plus de 40 000 personnes qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain. Le Québec maritime, en bonne partie, était un peu plongé dans le noir. On refusait peut-être de croire dans les dernières années ce qui devait arriver peut-être un jour, c'est-à-dire l'interdiction de pêcher la morue. Ça a été un coup dur parce qu'il y avait des communautés qui dépendaient exclusivement de cette ressource-là. Des communautés, mais des entreprises de pêche qui étaient spécialisées dans la capture de la pêche à la morue, autant avec une flottille de pêche mouturière qu'une flottille de pêche côtière. La morue, on l'a trop pêché, c'est vrai. Moi, je ne m'occupe pas, mais c'était notre job, là. Puis, tu sais, quand tu allais chercher ton permis à pêcher Océan Canada, ton nom était marqué dessus, puis ton tonnage était marqué, puis ta job, c'est d'aller le prendre. C'est ce qu'on a fait, tous les pêcheurs ont fait. Mais
ça nous a pas donné grand-chose parce qu'on s'est ramassé qu'on n'avait plus le droit de pêcher. C'est encore d'actualité aujourd'hui. Ici, à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, la morue est la base de l'économie depuis des siècles. Mais aujourd'hui, comme il n'y a plus de morue dans le golfe Saint-Laurent où on était habitué de la pêcher, elle nous provient de Russie ou d'Alaska. Le but, c'est de continuer la tradition de faire et de transformer la morue en salé séché avec la recette de Gaspé Cure, une recette qui a fait le tour du monde pendant des siècles. Allons voir le propriétaire de l'usine. C'est de la morue qui est légèrement salée, séchée à l'extérieur et vieillie, qui est faite comme il y a à peu près 200 ans passés. C'est une morue légèrement salée, séchée, et on avait une température idéale du nord-ouest qui permettait de faire un poisson de qualité. Avant le moratoire, il y a 30 ans, est-ce que vous en faisiez beaucoup de morue comme ça? Ah oui? Oui, c'était 95 de notre chiffre d'affaires. Tu sais que on faisait... en Gaspésie, il se faisait 120, 125 conteneurs par année. Et aujourd'hui, il s'en fait peut-être 3, 4. C'est 93. On s'approvisionnait soit de la Russie, de l'Alaska. Et le poisson est devenu tellement dispendieux que la consommation a diminué avec les années. Comment vous avez vécu, vous, l'imposition du moratoire sur le poisson de fond? Bien, imagine, c'était 95 de notre chiffre d'affaires. Il fallait trouver d'autres choses, mais c'était pas du jour au lendemain. On a réussi à survivre avec un peu de poissons étrangers. Puis après ça, on s'est diversifié. C'est diversifié dans d'autres espèces, larans, d'autres poissons de fond, le turbo, un peu de sébasse qu'il y avait dans ces années-là. Après, on n'a pas eu le choix, depuis une dizaine d'années, on s'est tourné vers la transformation du homard. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont fermé, autant en Gaspésie et dans la Maritime, surtout Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse. Ça a été dur pour les villages? Il y a eu de l'exode à cause de ça? Bien, il y a eu beaucoup de changements. Hein. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Il reste le crabe, l'homard. Il reste un petit peu de turbo, mais un peu d'aran. Mais à part de ça, toutes les autres espèces, c'est presque devenu sur moratoire. Nous sommes à L'Anse-à-Beaufils. Ici, c'est une ancienne usine de transformation de morue installée par les Jerseyais au 19e siècle. Aujourd'hui, c'est devenu un centre d'art qui attire les touristes l'été où on diffuse spectacles et autres. Il y a également un restaurant. C'est pour montrer l'importance aussi que partout au Canada atlantique, il y avait dans chaque village une usine de transformation de morue, parce que c'est la morue qui a développé toute l'industrie des pêches ici depuis des siècles. Mais depuis le moratoire, ceci est terminé. Quel bon vent t'amène! Ah, un autre film, ça va bien? Un autre film? T'en fais plusieurs de ça. On en fait pas mal. Puis, une bonne saison cette année? Oui, une très bonne saison, oui. Dans l'homard, un peu plus faible en termes de volume et de prix qu'en 2021, mais c'est quand même la deuxième meilleure année à vie pour la Gaspésie, pour les pêcheurs gaspésiens. Une grande majorité ont été retirés de la pêche avec des programmes de rachat de permis. Ces gens-là se sont orientés ailleurs. Une grande partie aussi, pour les Français, se sont ramassés à Montréal. Et pour les Anglais, des milieux anglais et des autres provinces se sont ramassés à Toronto. Alors, ils ont quitté la Gaspésie, une grande partie.
Et d'autres se sont réorientés dans d'autres pêches. On a eu des programmes d'adaptation. Le gouvernement a mis en place des programmes d'adaptation. Et ils ont dû, pour ce faire, évidemment, négocier des transferts de quotas des crabiers et des crevettiers vers les pêcheurs poissons de fond uniques, hein, parce qu'il y avait quand même deux catégories de pêcheurs. Il y avait ceux qui dépendaient exclusivement du poisson de fond et ceux pour lesquels le poisson de fond était quand même une partie importante de leurs ressources, dont les homardiers. Il y avait des pêcheurs uniques, peut-être un 250-300, et il y avait des pêcheurs qui possédaient dans leur portefeuille de permis des permis de poisson de fond. Eux, ils sont beaucoup plus nombreux. On parle d'environ 700-800 avec les gars des îles de la Madeleine, les pêcheurs d'homards et les pêcheurs de la Gaspésie, bien, tous les types de pêcheurs qui possédaient à l'époque un permis de poisson de fond. There. So this is Lunenburg around. Yeah. Yes. You've been fishing for how long? For 46 years. 46 years. Yeah, I'm retired now. Hope so. Just retired 2 years ago. Yeah. So your port d'attache was here in Lunenburg. You quit from here? And where do you go with the boats? We went fishing off the Labrador for northern cod. First one I came in Lunenburg. Yeah. And we stayed fishing that until it closed down in 1992, 93. Yeah. Well, normally our fishing was 10 days out and 2 days in. That was you go out for, well, unless you had the boat, loaded, but you came back in. But normally it was 10 days. And when you come back in, you had 48 hours home. That was it, and then you're gone again. And if we look at statistics, and we know that the peak year was 1988, as far as like the landings of codfish that came into the port. So those are the days of the trawlers, and around here we call those the days of the money boats. We do know that this community at one time had as many as 70 trawlers that fished from the port of Lunenburg. In the heydays, National Sea had I think it was 43 trawlers, Eyre and Newfoundland, and they had 9 plants. So I think it was around 2,500 or more workers, right, back then. There is a plant out there, a secondary plant, but there's no raw material coming from the sea anymore, right? We had just had one scalloper down there now that fishes in George's Banks, and that's all that's in the town of Lunenburg. Well, we have some, good inshore lobster boats, which, they make a lot of money, and it's good for the town, but that's all we have now. There's no trawlers anymore. Two or 3 years before it shut down, we noticed there was a difference pattern to the fish. They were moving south and in deeper water. And we went to Halifax, me, my uncle, and 2 captains from Newfoundland. And we told the scientists this, there's something going on with the cod. They're moving south and they're moving in deeper water. What they do when they answer you? Well, you know what scientists is like. They don't believe the fishermen. For some reason, they don't want to believe you, right? And that's what happened there. They moved out to so deep, then we lost them. We couldn't find them no more. Was that a shock for community here, or? Oh yeah, it was totally devastation, really, because it's not only just the fishermen, it's like the grocery store, the car dealers, and everybody got infected, right? Do you think we fish too much? Oh yes, definitely.
we overfished it, right? The quota was too high, definitely too high, but you were not going to argue that point then because you were making good money, so you wasn't, only when you see everything was dropping off, then just, oh, you know, everything was too high. We enjoyed the money that we made, but there was always a little hesitation. Is this really going to last? But a big challenge was like these boats carried around 250 tons, right? So big challenge to get her full before the next guy, really. Because there were competitive quotas? No, it wasn't competitive the quota, but it was competitive between the other skippers, right? You know, it would make you feel good if you did it a day before the other guy, right? How many fish did you can load on this one? It's 250 tons, 500,000 pounds. I feel sad now, like it's over, right? Really, you know, it's 46 years ago, huh? Yeah. And there's hardly any fishery now in Lunenburg, so it's sad. Yeah. Yeah. Lunenburg is not the same now. No, not for the fishing industry. There is none, right? Really. Yeah. Times change. Yeah, times change. Chaque année, il y a des touristes qui viennent de partout pour visiter Lunenburg, qui était la capitale des pêches. Il y a même des touristes qui viennent en bateau de croisière d'un peu partout dans le monde, vont faire un mouillage dans la baie de Mahoney Bay et par petites navettes, les touristes vont venir visiter la ville de Lunenburg, y passer quelques heures et visiter le musée des pêches de l'Atlantique. The key thing to note about the tourism industry, it's seasonal. We live in a climate where, you know, people are not interested in coming to visit Lunenburg in February. So it's not going to be a replacement. It's not a full replacement. It's just not. So people had to figure out other trades, other ways of making a living, and the community has shrunk. The demographics of this community is nowhere near the same. We have a smaller population, we have an older demographic, we have an increase of seasonal residents. There is a portion of this community that has become a semi-retirement community. J'arrive à Caraquette, je m'en vais rencontrer Stéphane Thériault, un pêcheur de crevettes qui travaille pour le ministère Pêche et Océan Canada. Son boulot cet été aurait été de répertorier le sébaste, un autre poisson de fond qui a été touché par le moratoire il y a 30 ans. On avait 3 voyages à faire de 25 coups de chalut d'une demi-heure. Demi-heure par coup de chalut, oui. Puis tout le poisson était compté, comptabilisé, pesé. À la fin du mon voyage, j'étais pesé. J'ai constaté qu'il y avait de la petite morue. Donc, on pourrait possiblement qu'il y aurait une petite relève pour la morue. Je dirais pas un retour de la morue parce qu'elle est beaucoup de prédation du phoque envers la morue. Elle va avoir beaucoup de misère à remonter la pente. Vous le voyez sur le terrain? Ah oui, on le voit sur le terrain. La population de phoques, on peut les voir sur l'eau, des bancs de coups de centaines.
comprendre comment l'économie du Canada atlantique a été touchée par le moratoire, nous allons voir Pierre-Marcel Desjardins, professeur et économiste à l'Université de Moncton. Pour certaines communautés, pour certaines entreprises de pêche, ça représentait le cœur de leurs activités. Certaines communautés étaient beaucoup plus dépendantes, beaucoup plus actives au niveau du poisson de fond. On peut dire principalement à Terre-Neuve-et-Labrador, mais pas exclusivement à Terre-Neuve-et-Labrador. Dans les 3 provinces maritimes et au Québec, on avait des entreprises, des usines et des communautés qui étaient quand même très actives au niveau de la pêche du poisson de fond. Et ça représentait quand même un volume et un niveau de revenus extrêmement intéressant. On exportait beaucoup, on avait des créneaux, on avait développé des marchés, donc c'était quand même une des pierres d'assises du secteur des pêches à l'époque, non seulement au Canada atlantique, mais également, j'inclurai, certaines communautés du Québec. On a quand même eu l'essor de certaines pêches qui a fait en sorte que ça, je dirais pas compensé avec les mêmes gens, mais on a connu, on peut mentionner le homard, on peut mentionner le crabe des neiges, on peut mentionner, même s'il y a eu quand même des hauts et des bas, la crevette nordique. Et certains ont réussi à se recycler dans d'autres pêches. Des travailleurs, travailleuses d'usine ont réussi à faire la transition. Certains pêcheurs ont changé leurs activités. Ça ne s'est pas fait nécessairement facilement, mais ça a pu se faire. Pour bien comprendre la situation des stocks de morue aujourd'hui, on se dirige vers l'Institut Maurice Lamontagne. C'est un organisme du gouvernement fédéral, en fait, de Pêche et Océan Canada. À cet endroit-là, c'est plein de chercheurs qui font des recherches et qui étudient la biodiversité marine au Canada et dans le golfe Saint-Laurent. On s'en va rencontrer Hugues Benoît, un spécialiste de l'évaluation des stocks de morue. Vous estimez à combien le tonnage du stock du nord du Golfe? Donc, aujourd'hui, c'est sûr que ça fluctue autour du chiffre, là, mais on parle d'autour d'à peu près 40 000 tonnes. Puis avant le moratoire, c'était... Avant le moratoire, ça fluctuait plus autour du 200-250 000 tonnes, selon les plus récentes estimations. Donc, c'est 6 fois moins. Et en 30 ans, il n'y a pas eu un meilleur renouvellement du stock. Bien, il y a eu, il y avait eu un renouvellement suite au premier moratoire, durant le premier moratoire, mais depuis, ça fluctue à peu près au même niveau, oui. Dans le sud du Golfe, c'est une situation qui est quand même très différente de ce qui se passe dans le nord du Golfe. C'est 2 stocks qui se sont effondrés au début des années 90 en même temps. Les 2 ont été placés sous moratoire. Le sud du Golfe aussi a eu une légère augmentation en fonction du moratoire. Mais depuis, dans le sud du Golfe, c'est un déclin constant qu'on observe. Une différence entre le nord et le sud, c'est que dans le sud, après 2008, on a imposé un autre moratoire qui est en place encore aujourd'hui. Et malgré ce moratoire, la morue est encore en déclin. Et en fait, la modélisation la plus récente projette que ce stock de morue-là pourrait disparaître d'ici quelques décennies si la tendance de mortalité élevée chez les adultes se maintient. Donc, encore dans le sud du Golfe, c'est pas un problème de recrutement, ou du moins de taux de recrutement, le nombre de jeunes produits par adulte. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes, donc pas beaucoup de jeunes, mais ce taux-là est très bon. Certainement moyen, même plus haut que la moyenne, mais c'est la mortalité chez les adultes, les morues de 4, 5, 6 ans et plus, qui est très élevée et qui mène à ce déclin continu.
Il y a des cohortes qui s'en viennent, ça va probablement faire comme Paul Sébastien. Ils les ont pas vus, les cohortes, eux autres, là. Ils ont pas vu parce qu'il y a un pattern de pêche qui... Tu ne peux pas changer une virgule dans leur pattern de pêche par rapport aux indicateurs, là, parce qu'ils ne savent pas. Les scientifiques, ils ne savent pas, là, ces choses-là. Il faut absolument... Pour aller compter de la morue, là, regarde, il faut envoyer un pêcheur. Moi, quand j'ai les cheveux longs, là, je vais chez le barbier. Je vais pas chez le comptable, je vais chez le barbier. Pourquoi que les scientifiques, ils s'occupent pas de ça? Nous autres, on est capables d'en prendre, de la morue. On connaît ça. On sait où il y en a, puis on va aller d'en prendre, puis ils comptera celle-là qu'on va prendre. Des années 90, là, on voyait les phoques gris, ça se promène, bien, il y en a en Gaspésie, il y en a en Couchy-Bourgouac, l'île du Prince-Édouard, bien des places aussi, partout, OK? Puis moi, j'ai vu des fois des déplacements de phoques gris, mais 50, 60, passer à travers nos lignes. T'étais pour une semaine de temps, il n'y a plus de poissons. Ruiné ben raide. La petite morue, au mois de juillet, qui venait sur les hauts fonds un peu autour de chez nous, dans le 10 brasses, 12 brasses, parce qu'il y avait un peu de nourriture et tout ça, puis il y avait une certaine dynamique sur le dedans. Tu voyais les boules sur le fond. À un moment donné, tu arrives là, tu vois plein d'oiseaux. Mais quand tu as plein d'oiseaux qui volent au-dessus de l'eau, ma curiosité, moi, tout de suite, ça m'amène là, je vais voir. Des bonnes morues avec les phoques qui faisaient le tour comme il faut, tu sais. Ils les amènent en surface, puis avec la lumière, mais ils les mangent. Ils les mangent. Grosse partie. Le phoque gris, dans toutes les études qui ont été faites, on trouve la morue à peu près partout. Il ne mange pas bien des crustacés, mais un peu de crabe commun. Mais le reste, c'est quoi? C'est de l'appli, beaucoup de morue. J'ai ouvert un phoque gris, un estomac, il y a 2 ans. J'ai compté 71 harengs dans un estomac. Quand ils parlent de 40 ans, ils ne sont pas capables de prévoir à court terme, puis parler de 40 ans sans la morue. Ce que moi, je vois dans le golfe, à l'heure actuelle, depuis quelques années, je vous dirais que la morue va revenir. Il y a un retour à vos yeux? Il y a un certain retour à la morue. C'est sûr que la pression du phoque gris dans le golfe est terrible. Ça fait depuis les années 90 qu'on le dénonce. On a tout fait. Puis c'est le plus gros problème qu'on a. Tout le monde le dit. Le problème du phoque, il n'est plus ici. Le problème du phoque est à Ottawa. Ottawa a changé. Ottawa est plus animaliste que écologiste. Le constat qu'on a des 2 premiers moratoires n'ont absolument rien donné. Ils n'ont rien donné. Pourquoi? Par rapport que ils ont privilégié le cheptel de phoque et le phoque du Groenland et le phoque gris versus les pêcheurs de poissons de fond. Ce phénomène-là de grande mortalité naturelle n'est pas unique à la morue. En fait, c'est un phénomène qu'on observe chez plusieurs populations de poissons de fond dans le sud du Golfe. Une mortalité adulte très élevée qui mène à des déclins importants. Puis, le facteur prédominant qui ressort, pour l'avoir examiné de plusieurs angles, c'est la prédation par le phoque gris spécifiquement. Dans le cas de la relation morue-phoque, finalement, ce qui arrive, c'est la contribution de la pêche à réduire l'abondance de morue dans le sud du Golfe, quand on a effondré le stock, par exemple, début des années 90, mais même les pêches qui ont eu lieu par la suite, évidemment avant 2000, 2008, bien, ça réduisait l'abondance de morue, qui faisait en sorte que ce qui était prélevé par le phoque se traduisait dans une mortalité encore plus grande. Enfin, il n'y a plus de pêche. Il n'y a plus de pêche à la morue, il n'y a plus de pêche aux poissons plats. La limonde, la queue jaune, la plie rouge, la plie canadienne, la plie grise, c'est minime comme pêche. Pas assez pour déranger quoi que ce soit. Alors, c'est quoi le problème? « 30 ans plus tard, après l'imposition de moratoire, je vous dirais que dans
presque toute cette période-là, le gestionnaire principal de la ressource, qui est le ministère fédéral des Pêches, a cherché à gagner du temps, année après année, puis là, je dirais même décennie après décennie. Vous savez, les phoques, ça demeure quand même un sujet délicat. Au gouvernement canadien, on en parle du bout des lèvres. Les lobbies européens montent des campagnes de boycott de nombreux produits canadiens, incluant des produits de la mer. Ça aurait pu cibler, par exemple, le crabe des neiges ou le homard. Et donc, face à cette menace-là, je pense qu'il y avait un grand inconfort à s'attaquer directement à la question. Donc, est-ce que c'est parce qu'on trouvait qu'il y avait d'autres secteurs plus importants ou c'est un peu la même logique avec les baleines? On marche sur des œufs quand vient le temps de gérer ces dossiers-là, parce qu'avec les médias sociaux, avec la puissance de certains lobbies, on a vu encore dernièrement quand un lobby environnementaliste américain a déclaré que le homard n'était pas pêché d'une manière durable. Cette crainte-là fait en sorte que les gouvernements sont très prudents et je pense que c'est difficile de les blâmer parce que les conséquences d'une campagne de boycottage à grande échelle de nos produits, puis ça inclut les produits de la mer, ça pourrait être nos produits de la mer, donc ça pourrait être les communautés de pêche qui pourraient être ciblées. Les conséquences à court et moyen terme pourraient être extrêmement importantes pour les communautés. C'est tellement dur comme pêcheur à rester mindé à ça, là, le phoque, là, parce qu'ils disent qu'il n'y en a pas tant que ça, des phoques. Il y en a des millions et des millions de phoques. Il y a deux stocks, il y a le phoque du Groenland, il y a le phoque gris. C'est le phoque gris de la problématique. Mais s'il y a tant de phoques, là, pourquoi qu'il y a tant de phoques? Pourquoi qu'ils n'ont pas fait de quoi pour éliminer une phoque qui mange la morue? Est-ce qu'on manque de courage politique au Canada de ne pas prendre la décision de réduire le troupeau de phoques pour aider les autres espèces dans le Golfe? Ça fait 30 ans qu'on parle de faire quelque chose. Puis aujourd'hui, encore 30 ans après, il n'y a rien qui a été fait. À chaque année qu'on allait au comité consultatif, on dit qu'il faut faire quelque chose. Puis c'était avec des vœux pieux, il n'y a rien qui a été fait. Pourquoi? J'ai l'impression que les gouvernements ont peur des écologistes à l'international. Puis on protège quoi? On protège une espèce qui sert à rien aujourd'hui. Tout de suite, on trouve un plan pour réduire les troupeaux de phoques parce que s'étant attaqué à la morue, et n'ayant plus de morue, lui continuait à manger et il allait s'attaquer aux espèces pélagiques. Alors, 12 ans après, on assiste à quoi? On assiste à un moratoire sur le hareng et un moratoire sur le maquereau. Le phoque ne mange pas de roches, il va manger tout ce qui bouge. Et là, malheureusement, il s'attaque aux crustacés et c'est les dernières espèces qui restent dans le Golfe. Vous savez, les phoques se sont attaqués à la morue. Les phoques s'attaquent maintenant au hareng. Les phoques s'attaquent au maquereau. Les phoques s'attaquent au flétan atlantique. Quelle sera la prochaine espèce? C'est pour ça que la question des phoques, en 2022, est plus importante que jamais. Tout le monde sait, un phoque adulte consomme de 20 à 40 kilos de poissons ou de toutes espèces par jour. Alors, s'il y en a 600 000 actuellement dans le Golfe, faites le calcul vous-même, là. Hein? Bon, bien, si on dit que la moitié des phoques, parce qu'il y en a des petits, alors la moitié des phoques vont consommer 20 kilos par jour, bien, faites le calcul, de 600 000 phoques à 20 kilos par jour, monsieur, par 365 jours, puis moi, je vous garantis que vous n'avez pas une calculatrice pour pouvoir le compter. Ici, à Newport, en Gaspésie, il y avait deux usines de transformation de poissons de fond, en fait de morue, l'une provinciale et l'autre fédérale. Car les politiciens voulaient le vote des pêcheurs et c'est pour ça qu'on avait construit ces deux usines. Il y avait une guerre entre le ministre fédéral et le ministre des Pêches du Québec sur la juridiction de la transformation du poisson. Par ailleurs,
celle du Québec était la plus moderne en Amérique du Nord. Chaque année, on y transformait plus de 10 millions de livres de morue. 500 personnes de la région travaillaient dans les 2 usines. Et ça, c'est sans compter plus de 300 pêcheurs et aides-pêcheurs qui, au large ici, allaient capturer la morue dans le sud du golfe Saint-Laurent. Aujourd'hui, il reste une chance qu'on a encore le homard puis le crabe. Parce que les pêches au Québec, et même des maritimes, ce serait peu viable. Est-ce que vous, les industriels, vous leur faites confiance aux gestionnaires maintenant, après 30 ans de moratoire? On n'a jamais fait confiance. On a toujours dit qu'il fallait faire quelque chose, il n'y a rien qui a été fait. Puis il nous arrive avec toutes sortes d'arguments. On ne peut pas avoir confiance. Mais là, on va tout prendre ces erreurs-là, puis on va camoufler ça dans les changements climatiques. La même chose que quand la morue a disparu, on a dit « Ah, c'est l'eau chaude, c'est l'eau froide, c'est ici. » J'ai jamais cru à ça, moi, là. Oui, il y a une part des changements climatiques, mais il ne faut pas tout noyer là-dedans. Il y a des erreurs qui ont été faites, il faut être capable de le voir, puis comment, aujourd'hui, on prend ces erreurs-là, puis comment est-ce qu'on les répare. Parce que tu regardes, tu parles de 30 ans de moratoire sur la morue. Quel plan de rétablissement avant... Moi, j'ai jamais rien vu qui disait qu'on allait faire un plan de rétablissement, qu'on allait faire tel... Concrètement, on va essayer de faire ça avec les pêcheurs. Y a-t-il des choses que vous voyez qu'on pourra faire? Rien. On vient de mettre un moratoire sur le maquereau, sur la hareng. On ne veut pas appeler ça un moratoire. Mais il y a des gens qui gagnaient leur vie le printemps, on les a mis dehors. Puis ne serait-ce que pour la culture des gens, d'avoir accès à du hareng, du maquereau puis de la morue pour manger, ça serait normal. La même chose que les Autochtones ont le droit à leur culture, la nourriture. Pourquoi est-ce que nous autres, on n'aurait pas un minimum? Ça garderait un minimum au niveau de la culture, ça garderait un minimum aussi de la connaissance du milieu. On n'a pas le bon portrait de tout l'impact de nos actions. Il faut vraiment évaluer toute l'activité et puis se servir de ça pour donner des avis. Il nous manque des cartes. Ah, il manque énormément. C'est ce qui fait qu'on donne des avis qui sont partiels. C'est ça, c'est ça. Sont biaisés. Il nous manque de l'information. Ce manque d'information, bien, c'est pas étonnant parce que les pêches, c'est pas mal compliqué. Je vous donne un exemple. Dans l'eau du golfe Saint-Laurent, le poisson est de juridiction fédérale. Il est capturé par un bateau qui, lui, est financé par les provinces. Une fois débarqué sur le quai, comme ici, il devient fédéral. Dans le camion qu'il transporte à l'usine, il redevient sous les règles de la province. Une fois à l'usine également, c'est la province qui gère les normes de transformation des produits marins. Une fois vendu sur les marchés intérieurs, il est de responsabilité de la province. Mais lorsque le poisson est exporté à l'étranger, il est soumis aux règles d'Ottawa. Si on change tout le pattern de pêche, comment on pêche, comment c'est transformé dans des usines, si on a vraiment besoin de ça, bien, s'il y a des choses qu'on peut éliminer, on peut aller prendre moins de ressources. Moins de ressources va nous assurer la pérennité des stocks, puis contrôler aussi l'offre et la demande. Ça, c'est extrêmement important. Si on ne touche pas ces points-là dans les prochaines décennies, là, on ne passera pas au travail. Est-ce que c'est pas le temps de repenser toute la gestion de nos pêches au Canada? Ça fait longtemps qu'on aurait dû repenser à ça. On dit, la morue, ça fait 30 ans. Puis il y a eu des déclins dans d'autres espèces. Il est où le problème? C'est sûr qu'il faut voir, mais c'est pas en diminuant. On diminue d'un côté, mais on ne règle pas l'autre côté. Oui, pour moi, aujourd'hui, le vrai problème, c'est le phoque. C'est un problème de gestion du fédéral? C'est ça. Tant qu'on ne réglera pas ça, on ne verra pas de la morue. On ne verra pas peut-être pas du hareng, on ne verra pas d'autres espèces. Le statu quo réduit le risque. Et si on veut s'en aller également vers une deuxième et troisième transformation, il faut trouver des moyens d'assurer aux usines un minimum d'approvisionnement.
quelles sont les sources de mortalité chez les poissons autres que les débarquements. On a mentionné les rejets en mer, le poisson qui est écrasé ou affecté par un engin de pêche qui passe par-dessus, le poisson qui s'échappe d'un engin de pêche ou qui a subi des pressions considérables. L'impact de l'homme est beaucoup plus important que le quota qui est atteint. Là, vous êtes en train de me dire que les façons qu'on pêche vont détruire du poisson, puis on ne comptabilisera même pas ce poisson détruit-là. Non, non. J'avais évalué, parce que sur certaines pêcheries, il y a des données qui sont disponibles, et puis j'ai essayé de faire des simulations pour voir quel était l'impact. Et puis, à l'occasion, là, ça peut atteindre jusqu'à 50 des captures. Comme ici, on va pêcher une dizaine d'espèces. Il y en a juste une qui a un marché, on en jette 9. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. La solution, c'est de continuer à faire des études, même encore le printemps passé, l'hiver passé. Pensez de faire des études encore. Quelle étude que tu veux faire? Sur quoi est-ce que tu te bases? Là, je peux te dire que le phoque gris va commencer à diminuer, le requin blanc va augmenter terriblement, il va probablement déranger le flétan dans le golfe, mais vraiment. Puis peut-être d'autres espèces. On n'a pas le droit de toucher au phoque gris comme c'est là. On n'a pas le droit il y a des zones qu'on n'a pas le droit de toucher. On a des phoques, le requin, on n'a pas le droit de les toucher. Ce qu'on s'en va. Y a-t-il quelqu'un qui a une directive? Puis la façon qu'ils gèrent les pêches, pour moi, ils sont en train de tuer les pêches d'une façon parce que on a misé beaucoup sur le homard. Homard. Qu'est-ce qui reste après le homard? Rien. Responsabilisation, réduction de l'effort, amélioration des techniques de pêche et des marchés aussi, parce qu'il y a beaucoup de poissons. La plupart de notre poisson, nous, est exporté, mais on pourrait en faire une très bonne consommation ici, localement. Il y a des industries qui s'attardent à ça, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Asseyez-vous avec les pêcheurs, les scientifiques, puis essayez d'élaborer de quoi. On pourrait pas aller faire une mission en Europe pour voir comment ils s'en sont sortis avec peut-être 3/4 de ressources de moins que nous autres. Tu sais, je me dis, moi, pourquoi qu'on va continuer dans le pattern actuel qui nous dit « Va prendre, emplis ton bateau, peu importe la ressource, emplis, mets ça dans l'usine pour que les gens travaillent. » Ça ne marche plus, ça. Ça ne marche plus du tout. Puis si on ne change pas quoi que ce soit au niveau de la capture, au niveau de la transformation et tout ça, on ne passera pas au travail. Je vous le jure qu'on ne passera pas au travail. Tant aussi longtemps, pour les prochaines années, qu'une attention particulière et que des actions concrètes ne sont pas mises de l'avant pour rétablir la population de phoques gris, moi, personnellement, je vais toujours demeurer inquiet et très perplexe quant au retour de la morue dans le golfe du Saint-Laurent. Au Québec, avec la gestion qu'on a au Québec, je suis pas sûr qu'on ait un avenir très long. Si le homard tombe puis le crabe tombe, je vois pas qu'est-ce qui va rester. Moi, je demanderais au MPO, Pêche et Océan Canada, les scientifiques, les gestionnaires, de travailler avec les pêcheurs. De travailler avec les pêcheurs. C'est pas compliqué, là. Pourquoi qu'à chaque fois qu'il y a un pêcheur d'engin fixe qui s'en va au turbo, qui s'en va au flétan, parallèlement à ça, il y a toujours de la morue puis à ferme. Pourquoi qu'on n'envoie pas 3-4 bateaux à grandeur du Golfe, là, du printemps à l'automne, de dire on va faire une évaluation vraiment. On va aller prendre une photo réelle de ce qui se passe dans le Golfe. Pas il y a 30 ans passés. Puis pas tout ce qu'ils ont fait, ça ne donne rien. On peut-tu se donner une chance? On essaye ça. On s'assied aussi avec les pêcheurs. Les pêcheurs, je suis convaincu qu'ils sont prêts à s'asseoir avec ces gens-là. Il faut leur donner la parole. C'est eux autres qui ont les permis. C'est eux autres qui ont le savoir-faire en termes de pêche.
La gestion, c'est pas pareil. Mais si on a un bon savoir-faire puis que les gens de la science et de l'industrie reconnaissent ça, on va être en voiture. Il y a du bon vouloir, et puis les gens, dans la situation où on est, on n'a pas bien le choix. Il faut changer, il faut s'améliorer. Tirons des leçons de l'histoire. Ne répétons pas les erreurs qu'on a commises par le passé et ayons une gestion durable, mais en même temps, tentons de maximiser l'apport économique de ce secteur si important pour de nombreuses communautés avec une approche globale. I'm hoping that we talk about it for the reasons I want you to always talk about history is what did we do in the past and what did we learn from it going forward. So I can't imagine we will not talk about this in 100 years' time. I think we will be intensely curious to know in 100 years' time. They'll want to know, what did we learn? What did you come out of it? What changes happened? What were the adaptations? We're human beings, we're curious about the past and what can we learn from it. So we're going to talk about it. We can see a return of God one day. Hope so. Not in my time. No. No. You don't think you're going to see? Not in my time. Oh, no. No. It's not going to happen. Dans les dernières années, une très belle relève, année après année, qui fait son entrée dans l'industrie des pêches, qui y croit. Puis je pense qu'il y a des belles années aussi qui s'en viennent encore. Il va toujours avoir des obstacles à surmonter, mais il suffit juste d'être un peu avant-gardiste, puis de réagir tôt, plutôt que tard, et ne pas avoir à vivre les mêmes conséquences qu'on a eues avec la morue. C'est triste et ironique que la morue, cette ressource qui est à la base du développement de l'Amérique, disparaisse bientôt sans que les décideurs, par manque de courage, ne fassent rien pour l'aider. Bientôt, d'autres espèces subiront le même sort. Après plus de 30 ans à filmer le monde maritime et les communautés qui gagnent leur vie avec la mer, le moratoire de la morue illustre bien, à mes yeux, le peu de volonté politique au pays, quand il est temps de défendre les régions situées hors des grands centres.